bonjour. Alors, je suis Magali Lavienne-Guida, je suis orthophoniste, psychologue et docteur en psychologie et j'ai la chance d'avoir une activité clinique à Saint-Malo, en France, au nord de la Bretagne, et une activité d'enseignement et de recherche à l'Université de Paris avec un partenariat de recherche et un financement du Centre Ressources Autisme Île-de-France qui maintenant a intégré la Maison de l'Autisme dont vous voyez le nouveau petit logo qui est à Aubervilliers. Et donc, je vais essayer de pouvoir vous faire rapidement la synthèse de plusieurs années de travaux. Vous allez voir, à la fin, il y a plein d'étudiantes qui ont travaillé avec moi. L'idée étant de vous convaincre de l'intérêt des questionnaires parentaux, mais je ne suis pas sûre d'avoir à vous convaincre parce que vu l'exposé de Paulina avant et puis vu votre présence, vous êtes déjà peut-être convaincus. Donc, pour vous donner une perspective lifespan, l'idée, ça a été, et je ne savais pas qu'il allait décéder cette semaine, mais de vous rappeler qu'en fait, il y a plus de 60 ans entre la première description du premier passant de Leo Kanner et puis les 50 années du DSM. Et dans la dernière version du DSM, il a été bien spécifié que les troubles de la communication et du langage doivent être bien définis en termes de sévérité et de spécificité, d'où l'intérêt d'avoir vraiment des outils et des particularités, enfin, de pouvoir définir les particularités de chaque enfant ou de chaque adulte. Ce qu'on sait maintenant, c'est que les rapports parentaux sont fiables, les parents sont des informateurs fiables, et voilà, maintenant qu'on travaille avec eux, on sait aussi que ce sont aussi des caregivers fiables, et donc peut-être un peu en Suisse, mais en tout cas en France, on a un lourd passé psychanalytique qui a fait que les parents n'étaient pas toujours associés. Et là, c'était vraiment, et c'est toujours très important de pouvoir montrer et souligner à quel point les parents peuvent être experts du développement de leur enfant et peuvent être complètement partenaires et co-constructeurs du projet de remédiation. Donc l'intérêt de l'évaluation psycholinguistique indirecte, elle a été maintenant pas mal démontrée dans le monde anglophone, mais très peu, voire pas, dans le mode francophone. Donc c'était un peu l'objet de mon travail. Donc le DLPF au départ, sans le A, c'est un outil qui a été élaboré avec Dominique Bassano. Voilà. J'essaye de ne pas prendre trop de temps, ça ne va pas être facile, mais je vais y arriver. Et donc, Dominique Bassano a élaboré ce questionnaire parental en rajoutant, si vous connaissez déjà certains outils comme le Communicative Development Inventory ou l'IDEO en France, l'intérêt du DLPF, c'est que l'emploi est plus large, il va de 18 à 42 mois, et c'est aussi qu'il y a une partie pragmatique plus développée, donc en termes d'utilisation du langage en situation de communication, c'était important d'avoir, en tout cas pour moi, ces trois dimensions que sont le vocabulaire, la grammaire et la communication concernant le même enfant. Donc ce qu'on a fait en termes d'adaptation, c'est qu'on a fait, je vais redétailler, mais on a fait une étude avec des parents, on a proposé la première version adaptée du questionnaire, de manière à ce qu'ils puissent nous faire un feedback sur ce qui leur semblait pertinent ou pas, ou qui pouvait manquer, ce qui pouvait être compliqué. Et ce qui nous a été tout de suite souligné par une maman, c'était des phénomènes de régression. C'est-à-dire, ma fille, là, comment je fais? Il y a des mots qu'elle disait qu'elle ne dit plus. Comment je peux les noter? Donc, on a rajouté cette façon de coder les choses. On a aussi, compte tenu de ce que nous disaient les parents, rajouté des entrées de vocabulaire pour les néologismes, mais aussi pour les entrées de vocabulaire spécifiques. Parce qu'en fait, l'idée du DLPF, c'est de proposer déjà quantité d'items en vocabulaire, en grammaire, de structure, et le parent doit cocher ce qu'il en est. Et il manquait des éléments par rapport au vocabulaire spécifique de certains enfants. On sait qu'il y a des enfants autistes passionnés par les dinosaures et qui, à 3 ans, vont avoir un stock lexical de dinosaures qu'il n'y aurait pas chez des enfants au développement ordinaire. Donc, on a créé ces entrées-là. Et puis, désolé pour le majuscule, le CRAIF a financé l'informatisation de manière à ce que ce soit moins fastidieux à remplir, parce qu'au départ, c'était un questionnaire papier. Donc, vous trouverez dans le résumé des entretiens Bichat toute une première explicitation et des premiers éléments d'études, notamment individualisés. Et je vais aller assez vite pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant informatisé. On a des items, on coche. Et puis, quand c'est quelque chose qui a été dit mais qui ne l'est plus, on coche 2 fois, il y a un moins qui apparaît et c'est en orange. Et c'est comptabilisé après comme des éléments qui étaient dits à un certain moment du développement du langage de l'enfant, mais qui ne l'est plus au moment où le parent remplit. Donc, on peut ainsi, comme ça, avoir une idée des phénomènes de régression. Et puis les entrées et l'utilisation de néologismes, comme je vous l'ai dit, sont aussi comptabilisées de cette façon-là. Alors, il y a eu plusieurs séquences d'études autour de ce travail parce que notre mission à plusieurs, c'est de permettre un étalonnage de l'outil informatisé. On en a déjà un sur l'outil papier qui est le même, mais avec des adaptations. Et puis, il faut qu'on vérifie que ça fonctionne de la même façon. Et donc, on a proposé avec les étudiantes de cette année le questionnaire et on a eu 118 parents d'enfants au développement ordinaire et puis seulement 14 d'enfants avec des parents qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Alors, je dis seulement, mais vous allez voir que
que c'est conséquent parce qu'on a des critères effectivement assez précis. D'abord, ils doivent être francophones monolingues. Et c'est finalement pas si simple, notamment, voilà, de plus en plus on est multilingue et tant mieux. Ils doivent avoir un âge de développement verbal qui est bien évalué, entre 18 et 42 mois, et un âge réel qui n'est pas excessif parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un retard trop conséquent. Donc tous ces critères étant posés en limitant aussi les atteintes neurologiques sévères, la surdité, les autres pathologies, les comorbidités, ça nous a amené à avoir un échantillon d'enfants avec troubles du spectre de l'autisme moins étendu. Mais néanmoins, on a des éléments qui vont de plus en plus dans le sens de ce qu'on retrouvait auparavant. Donc juste pour que vous ayez une idée du colossal travail, il y a eu plus de 5000 contacts par une infographie, 2000 contacts auprès de parents, d'enfants, de structures, voilà, à l'issue de quoi il y a eu 392 parents qui ont reçu pour les enfants ordinaires, 18 seulement, vous voyez, on passe de 2000 à 18. Et puis, bref, je vais au plus court. On a 14 enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme et qui ont aussi bénéficié d'une évaluation avec la grille VMEBAP, parce que je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais on a voulu faire une comparaison entre les deux pour voir en quoi ces outils sont complémentaires. Et puis 118 enfants au développement ordinaire. Pour ce qu'il en est des résultats, ce qu'on a retrouvé, mais donc on le sait dans l'absolu. Maintenant, ce qu'on voulait, nous, c'est le montrer et le publier. Donc on trouve bien qu'effectivement, vous voyez ici, vous avez les enfants au développement ordinaire et puis les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des classes d'âge entre 18 et 25 mois, 26-33, 34-36 et 37-42, de manière à pouvoir comparer finement au niveau statistique. Et on trouve bien effectivement qu'il y a un vocabulaire réduit. On a une idée plus précise de l'explosion lexicale, qui est là, mais qui est plus tardive. Donc, et puis on a la présence d'un vocabulaire qui est lié aux intérêts restreints, qui vient compenser un peu l'idée qu'il y a un vocabulaire plus limité. Quand j'avais étudié dans ma thèse la composition lexicale, et même si on regarde plus précisément la composition lexicale, c'est-à-dire quelles sont la proportion de noms, de prédicats, de mots grammaticaux, et Dieu sait qu'ils sont importants en français, ce qu'on voit, c'est que plutôt que d'un retard lexical, c'est plus une forme de disharmonie, c'est-à-dire que les mots de contenu, les noms et les prédicats sont relativement préservés. C'est sur les mots grammaticaux, en fait, qu'il y a vraiment un retard. Et donc, on va comprendre que, du coup, il y a un effet sur la morphosyntaxe, parce que comment faire des énoncés structurés grammaticalement plus élaborés sans les outils grammaticaux que sont les mots grammaticaux. On a regardé donc, ce qu'il en était de la grammaticalisation des verbes, donc l'utilisation des flexions. Dans ma thèse, j'avais fait une étude avec des interactions codées, structurées, des interactions semi-structurées, avec transcription de l'ensemble des énoncés pour avoir une idée de ce qu'il en était en interaction semi-structurée naturelle. Et j'avais déjà trouvé qu'il y avait un usage particulier des flexions verbales, notamment des passés composés. Et ça se confirme même dans ce type de questionnaire, c'est-à-dire qu'effectivement, les flexions temporelles sont plus difficilement acquises. Et puis évidemment, la longueur moyenne des énonciés est réduite. Néanmoins, c'est facile de dire évidemment, mais là, on en a des éléments sûrs, et puis on va essayer de le développer plus finement. Et puis, autre point, la notion d'échange langagier, d'utilisation du langage et d'organisation des messages. L'idée étant de voir à quel moment ces trois domaines, lexique, morphosyntaxe et pragmatique, interagissent et comment l'un impacte l'autre. Donc ce qu'on a retrouvé, c'était une idée d'hétérogénéité des profils, mais aussi des résultats plus élevés qu'attendus. Et j'avais étonnamment déjà ça dans ma thèse avec des sujets individuels, c'est-à-dire qu'au niveau pragmatique, on s'attend à ce qu'il y ait finalement des déficits en termes de réponse ou de maintien de l'échange, et finalement pas tant que ça. C'est-à-dire que finalement, ce qui ressortait, c'est que... Alors, le président de mon jury, c'était Jean-Louis Adrien, professeur Jean-Louis Adrien, qui est expert en autisme, avait dit, oui, mais en fait, vous êtes experte vous-même dans l'interaction, donc sûrement qu'il y a quelque chose qui fait que... Mais en même temps, c'est vraiment intéressant de savoir ça. Ça veut dire que si on est à même de s'ajuster à l'interaction avec les tout petits enfants autistes, ils peuvent eux aussi développer des compétences pragmatiques et développer leurs compétences de communication. Donc, comme je le disais hier, c'est pas parce qu'il y a un trouble du développement qu'il n'y a pas de développement, et c'est plutôt assez positif de savoir que quand bien même il y aurait effectivement moins de vocabulaire et une compétence grammaticale pas encore bien développée, néanmoins en pragmatique, finalement, ils ont des résultats plus élevés que ce qu'on pensait en termes d'hypothèse. Et effectivement, la compétence en organisation des messages est impactée parce que l'organisation des messages, c'est tout ce qui est cohésion dans l'échange, c'est-à-dire que
La cohérence thématique, c'est vraiment l'idée de pouvoir respecter dans la conversation le thème, d'avoir une certaine logique, mais cette cohérence, elle est assurée via la cohésion, c'est-à-dire l'usage de tous les connecteurs logiques qui sont quoi? Bien souvent des mots grammaticaux. Donc quand il manque, du coup, ça manque aussi dans l'organisation de la conversation. Ce qui veut dire que concrètement, pour en revenir à c'est bien gentil l'évaluation, mais on a un projet concret à mettre en œuvre, moi, ce qui me plaît dans ce genre d'outils, c'est qu'on a concrètement la liste des mots qui sont présents, qui ne sont pas présents et sur quoi on peut travailler quand on est en remédiation concrète du langage ou de la communication. Donc là, je ne vous ai pas mis cet élément-là, mais si vous allez voir le résumé des entretiens Bichat, j'avais proposé une évaluation au premier bilan avec un enfant et une évaluation au bout d'un an avec cet outil-là proposé à la maman. Et on voyait comment, évidemment, après 1 an de suivi orthophonique, l'enfant, on savait bien qu'il avait progressé. Tout le monde se dit « Ah, qu'est-ce qu'il parle mieux, il dit plus de choses, etc. » Ça, c'est une chose. Mais avec ce type d'outil, on sait où. On sait quel vocabulaire s'est développé, qu'est-ce qui reste à travailler, quelles prépositions sont présentes dans le quotidien ou pas, quel adverbe de temps. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que tout ce qui est structuration spatio-temporelle, on l'appuie beaucoup avec le programme Teach en visuel. On l'appuie beaucoup en visuel, mais on oublie de se dire que ça manque beaucoup en verbal. Et que si on le travaille en verbal, c'est vraiment des mots qui manquent. Il faut penser, en tout cas en français, on a beaucoup d'adverbes de temps, de prépositions spatiales. Et c'est souvent ces mots-là qu'il faut penser à privilégier quand on travaille pour que ça puisse effectivement être utilisé et fonctionnel au quotidien. Et ça limite souvent beaucoup de troubles du comportement quand on sait ce que ça veut dire après, là, maintenant, parce que tout ce qui est déictique, c'est-à-dire tous les mots qu'on comprend dans le contexte d'énonciation, si on est clair avec ça, quand on a bien compris et si on l'a bien visualisé, ça permet vraiment de limiter beaucoup les troubles du comportement et les parents se saisissent très très bien de ces outils-là. Donc l'intérêt aussi, c'est que là, quand les parents voient cette liste complète de toutes ces choses, ils prennent... Alors évidemment, il y a des parents qui vont me dire « Oh là là, mais c'est un questionnaire qui se remplit jusqu'à 42 mois. » Quand le petit enfant remplit que peu de mots, quasiment pas de phrases et pas grand-chose en communication, ils peuvent se dire ça. En tout cas, c'est la crainte des professionnels la plupart du temps ou des étudiants. Et moi, je leur dis non, mais si on énonce les choses en disant bien sûr, on sait bien qu'il ne parle pas beaucoup. L'idée, c'est de voir comment il va avoir progressé après et comment objectiver tous les progrès. Et je peux vous assurer, moi j'ai une maman qui participe à l'étude depuis maintenant 4 ans. Tous les ans, à la même époque, elle me dit « Quand est-ce que vous me leur donnez votre questionnaire, Magali ?» Et au tout début, elle me disait « Mais je ne vais rien vous mettre, Magali !» Et donc, chaque année, elle sait que elle va cocher tellement plus de choses, elle va prendre tellement la mesure. Elle aussi, on la prend ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est ça, c'est comme disait Paulina aussi, c'est cette idée que les parents sont vraiment impliqués et sont quand même extrêmement contents de pouvoir objectiver eux-mêmes ce qui se passe par rapport à leur action et par rapport à ce qui se passe pour leur enfant. Alors les limites, évidemment, là, par rapport à ce que je vous ai présenté, c'est qu'on doit encore développer le recueil de données auprès des enfants, des parents d'enfants autistes. On a assez peu de petites filles encore. On a bien remarqué qu'il y avait des spécificités langagières et qu'il y a une complémentarité avec ce qu'on peut faire en évaluation plus directe au sein de nos cabinets. Et puis, on a aussi étudié, donc je ne montre pas les données, mais la correspondance avec le VBMAP qui, lui, donne plus des éléments en termes de nombre de mots. Enfin, voilà, ce n'est pas aussi précis, c'est assez complémentaire, mais on retrouve des liens de corrélation, par exemple, entre les demandes et la proportion de dénomination. Et puis, dans les perspectives, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cet outil-là soit bien étalonné avec des éléments précis par rapport aux troubles du spectre de l'autisme pour qu'on puisse s'en servir bien de ligne de base par rapport à nos projets evidence-based. Et l'idée aussi, c'est de faire en sorte que cet outil puisse être utilisé aussi dans d'autres types de troubles neurodéveloppementaux. Ça, c'était chez l'enfant. Et puis maintenant, nous voilà chez l'adulte. Effectivement, il y a un gap qu'on va essayer de combler un jour, mais... Donc, je donne des cours à la fac et en L3, en fin de cours sur la pragmatique, il y a une étudiante qui vient me voir et qui me dit « Madame, si j'ai bien compris, on n'a pas beaucoup d'outils pour étudier la pragmatique chez les adultes avec autisme. » Je dis « Bah oui, est-ce que vous seriez d'accord pour m'encadrer pour qu'on en crée un ?» Je dis « Oui, on peut toujours essayer parce que ce n'est pas beaucoup, 2 années pour faire quelque chose. » On n'a pas eu à le créer parce qu'en fait, dans sa recherche bibliographique, elle a trouvé qu'un outil existait déjà, qui était la Communication Checklist adulte, qui a été élaboré par Andrew Whitehouse, qui est orthophoniste et professeur de psychologie en Australie, à Perth, et qui a travaillé avec Dorothy Bishop, que je ne vais pas vous présenter parce que vous la connaissez, qui a aussi élaboré la CCC 1 et 2. Et donc cet outil-là existe depuis 2009 en anglais, mais on n'avait pas du tout de traduction et de version francophone. Donc on a contacté les auteurs qui nous ont donné leur accord, et donc on s'est lancé dans une première traduction, un premier étalonnage, avec l'idée que maintenant il faut qu'on le fasse plus en présentiel, parce que tout ça on l'a fait pendant le confinement, donc tout a été en ligne. Mais on voulait voir si c'était pertinent comme outil.
Donc je vais assez vite. C'est un questionnaire qui a 70 questions et c'est des cotations de réponses en 1, en 0, 1, 2 ou 3. C'est-à-dire qu'en fait, on va demander... Alors, pardon, j'ai oublié de vous préciser que c'est un questionnaire qui concerne le langage et la communication d'adultes, mais qui est rempli par des proches. Ce n'est pas par l'adulte lui-même, et j'y reviendrai après à la conclusion. Donc ça peut être un parent, ça peut être le compagnon ou la compagne, ça peut être un frère ou une sœur, ça peut être qui est d'accord pour remplir, avec évidemment l'accord de la personne concernée. On a 3 catégories. Alors là aussi, je vais peut-être avoir des bugs entre l'anglais, oui, bah, j'en vois un, entre l'anglais et le français, parce que j'ai présenté l'an dernier au Congrès européen, et du coup, il y a peut-être des éléments que je n'ai pas traduit immédiatement. Donc, vous voyez, on a présenté le questionnaire sur la plateforme WooClap et on a mis en ligne des premiers éléments. Donc, voilà comment se présente cette histoire de 0, 1, 2, 3. Est-ce que des difficultés arrivent au moins une fois par semaine ou 1 à 2 fois par jour? Enfin, voilà, en termes de fréquence, c'est coté de cette façon-là. On a recruté les gens en ayant élaboré une infographie. C'était un peu la même démarche pour l'autre questionnaire où on diffuse cette infographie. Et puis, et voilà, tout le reste est en anglais, désolé. Et donc, qu'est-ce que je peux... Ah non, pas tout, juste ça, complété par un proche. Donc, par rapport aux informations, on a fait en sorte, bien sûr, de respecter la loi RGPD, qui est la loi informatique et liberté en France. On a noté l'ensemble des données concernant le genre, l'âge, le niveau de formation, à la fois de la personne concernée par le questionnaire et du répondant. Il faut effectivement qu'on soit en situation de francophonie. Et puis, on a aussi des éléments à recueillir sur quelle est la nature de la relation du proche qui répond et quelle est la durée de cette relation quand ce n'est pas un membre de la famille. Les critères d'inclusion étaient le fait d'avoir plus de 18 ans, d'être francophone et puis de ne pas avoir d'autres comorbidités. En fait, on s'est calqué sur les critères d'inclusion de la CCA qui est anglaise. Donc, après, il y a des réflexions à avoir et je suis en train de travailler avec une association qui s'appelle PAHARI, qui était une association des personnes autistes pour l'autodétermination et la recherche inclusive, pour qu'on puisse à la fois améliorer ce type de questionnaire et aussi élaborer un auto-questionnaire. Alors, pour les personnes avec TSA, puisqu'on était confinés et qu'on ne pouvait pas rencontrer les gens, on s'est permis de demander d'avoir des précisions, c'est-à-dire qui a posé le diagnostic et, par exemple, quel centre ressources et quand est-ce qu'a été posé le diagnostic, pour avoir une idée aussi de la perspective du proche par rapport aux difficultés de communication, en sachant ou en ne sachant pas depuis combien de temps le diagnostic était là, puisqu'on a... un peu comme partout, mais surtout, en tout cas en France, un gros délai de diagnostic chez les adultes, notamment les femmes, qui vont être diagnostiquées assez tardivement. Ça commence un peu à... Parce que, on le sait, ça commence à être de plus en plus décrit. Je vous recommande à ce sujet le livre d'Adeline Lacroix, qui a fait toute une thèse et tout un travail autour de l'autisme au féminin. Et donc, il y a certaines spécificités chez les petites filles autistes qui font qu'elles ne sont pas repérées tout de suite et qui, jeunes filles, elles se suradaptent, elles surcompensent. Et il y a un diagnostic qui a jusque-là été assez tardif. Donc, c'était important pour nous aussi d'avoir les éléments du camp. Alors, voilà ce qu'on a pu faire. On a eu 387 réponses et puis on en a retenu 146 par rapport à nos critères. On a 18 hommes, 128 femmes. Et puis, par contre, sur les personnes cibles, donc les personnes porteuses d'autisme, c'est un peu plus équilibré. Il y a 87 hommes et 59 femmes. Pour les... Oh, pardon, je parlais des neurotypiques. Pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, on a... un peu plus de femmes que d'hommes aussi en répondant, mais par contre, on a un peu plus de femmes que d'hommes en personnes cibles, ce qui n'est pas tout à fait ordinaire, mais ce qui est le cas, en l'occurrence, dans notre étude. On a regardé ce qu'il en était, en fait, dans tous les facteurs, donc facteur population, facteur sexe, facteur âge. On a essayé de se conformer, si vous voulez, au manuel de la CCA pour voir ce qu'il en était de cet outil traduit. Alors, on a fait la traduction par des membres experts, des collègues chercheurs qui sont locuteurs anglophones. Ce qui nous manque, ce que je vous dirai après, mais je peux déjà vous annoncer ça, vous vous en doutez, c'est effectivement une traduction certifiée, mais ça va être la mission de Pearson, qui est l'éditeur de ce test, de faire toutes ces choses-là. Nous, l'idée, c'était de montrer à Pearson que ça faisait sens d'avoir cet outil traduit et de l'éditer en France. Par rapport au facteur sexe, en fait, on a regardé ce qu'il en était, je ne vais pas tout vous détailler, mais item par item, ce que je peux vous préciser, linguistique, c'est qu'en fait, il y a des items qui concernent la structure linguistique, il y a des items qui concernent l'engagement social, et il y a des items qui concernent les habiletés, ça c'est pragmatical abilities, les habiletés pragmatiques, et on a en fait à chaque fois retrouvé
une bonne discrimination, à part quelques points à retravailler justement en structure linguistique, ce qui n'est pas un scoop, puisqu'effectivement, entre l'anglais et le français, bah, évidemment, au niveau grammatical, il y a sûrement des finesses à retravailler par rapport à ce testing-là. On n'a pas trouvé de différence chez les personnes autistes en termes de facteurs d'âge. Et au niveau de formation, c'est surtout sur les items positifs. Les items positifs sont ceux qui ne relèvent pas de troubles. Et pas de différence significative non plus sur la durée de la relation. Donc, je fais vite, mais en gros, on a trouvé un outil qui est totalement discriminant chez les adultes autistes aussi francophones. Les éléments qui sont non sensibles sont ceux qui concernent les structures linguistiques et donc il va falloir effectivement affiner ces items-là. Il n'y a pas de différence significative qu'on a retrouvée, nous, dans le facteur sexe, mais Whitehouse et Dorothy Bishop, eux, ont trouvé des choses. Donc peut-être qu'on a encore à affiner notre population en l'augmentant. Et nos limites, bah voilà, c'était l'idée qu'effectivement on a fait avec les moyens du bord en plein confinement. Donc il faudrait qu'on ait un outil en ligne plus ergonomique. On n'a pas la certitude absolue du diagnostic, puisque effectivement les personnes remplissent, nous donnent leur centre ressources, nous donnent le nom du médecin. On a tendance à faire confiance aux gens, mais effectivement, c'est quand même ce qu'ont fait Dorothy Bishop et Andrew Whitehouse, c'est qu'ils ont rencontré les patients, ils leur ont donné un questionnaire papier à remplir et ils ont eu la certitude du diagnostic. Donc on doit s'assurer de ça. Et puis, on a beaucoup de femmes dans la population neurotypique, plus que d'hommes, donc il faudrait équilibrer pour voir ce qu'il en est. Et puis, la traduction doit être faite par des traducteurs assermentés. Donc, les perspectives, c'est l'idée qu'effectivement, ça peut aussi être pertinent pour d'autres types de difficultés, d'autres types de troubles neurodéveloppementaux, et qu'il faut affiner l'étude linguistique. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un outil qui a une bonne discrimination. Et voilà, l'idée là maintenant, c'est de relancer Pearson pour leur dire coucou, quand est-ce qu'on peut avoir cet outil-là en France? Il existe depuis 2009 dans sa version anglophone. Juste par rapport à cette perspective lifespan, on voit bien que finalement, bon alors c'est une étude qui date de 2012, il y en a peut-être une plus récente, mais si on regarde ce qu'il en est, ne serait-ce que du nombre d'études par rapport à l'âge des sujets concernés par les études, on voit que les enfants, c'est 12 000 publications, enfin en 2012, hein, quand Muketova a fait le point, et que finalement les adultes, les adolescents, on ne parlera même pas des personnes âgées. Et là, en fait, c'est aussi dans un milieu anglophone. J'imagine que dans les populations où les milieux sont défavorisés, ou même dans les populations des pays en voie de développement, on est peut-être même pas encore à ça par rapport... donc il y a vraiment un gros travail à faire. Effectivement, on pense beaucoup aux enfants et on ne pense pas assez aux adultes, encore moins aux personnes âgées. Et puis, ce que je disais hier en discutant avec Paulina, c'est que je vous ai présenté un outil pour des petits, je vous ai présenté un outil pour des adultes, et puis il y a un grand gap entre... Alors, le grand gap, c'est aussi qu'il y a plein d'enfants autistes qui vont développer une capacité à être évalués avec des outils qui existent pour d'autres types de difficultés et qu'on peut s'en servir. Mais pas seulement, c'est aussi que on est là en train de courir après les outils qui nous manquent en français. Donc il y a aussi ça à faire. Et moi, je tiens beaucoup aussi à travailler dans le sens de l'autodétermination et de la co-construction. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que ces questionnaires remplis par les parents et par les proches participent de cette co-construction et de l'alliance thérapeutique qui peut nous permettre d'être plus efficaces. Et puis aussi, je pense que une des premières choses quand on a travaillé autour de la CCA, c'est de me dire mais ça doit quand même être bizarre pour ces adultes d'avoir d'autres personnes qui répondent quant à leurs difficultés. Alors, à la fois, c'est hyper intéressant parce qu'eux, parfois, ils ont des difficultés en situation de groupe, d'invitation, barbecue, etc., dont ils ne peuvent peut-être pas prendre la mesure. Donc, c'était vraiment intéressant. Mais je me suis dit, mais il faut quand même un auto-questionnaire. Et ce qui est rigolo, c'est que le dernier thésard de Dorothy Bishop a élaboré un auto-questionnaire à la suite parce qu'il s'est aussi dit la même chose. Bon, simplement, il a 5 ans d'avance, évidemment, puisqu'il a pris le relais. Mais voilà, on va travailler avec l'association PAHARI pour mettre en point ces auto-questionnaires. Et je pense aussi que des enfants, certains enfants et adolescents autistes seraient absolument intéressés et absolument intéressants pour remplir ce type de questionnaire et travailler autour de ça. Moi, je travaille avec tout type. Alors, j'ai vraiment une activité clinique qui va de 22 mois à 58 ans pour des personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, des petits garçons, des petites filles, des adolescents. Et je pense qu'il y a vraiment des adolescents et des adolescentes qui sont très pertinents pour pouvoir remplir des questionnaires quant à leurs difficultés, leurs phénomènes d'interaction. Donc je pense que c'est vraiment des outils qui sont précieux, aussi en termes d'auto-questionnaire. Alors un grand merci à l'équipe de Richard Delorme du centre expert de Robert Debray, au centre ressources autisme Île-de-France et à la maison de l'autisme pour le financement, et puis à toute l'équipe, vous voyez, toutes ces orthophonistes. Alors Lucie, celle qui a travaillé sur la CCA,
c'est en plein confinement, elle est là, elle est diplômée. Et les 2 dernières qui ont travaillé sur une comparaison, je n'ai pas développé parce qu'on n'avait pas le temps sur la VBMAP, elles sont là, Perrine et Agathe, elles viennent tout juste d'être diplômées. Et donc, on a créé une DLPFA à Team parce que c'est un travail de longue haleine qui n'est pas fini, mais qui est vraiment intéressant. Et puis, Paulina me disait qu'il faudra le traduire en espagnol, donc à grand plaisir. Voilà, j'écoute vos questions. Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'il est en mode plein écran? Non. Je pense qu'il faut... Il n'est pas en plein écran. J'aurais pu le mettre. J'ose pas le toucher, mais... Vous avez aussi le PowerPoint? Oui, je l'avais aussi, mais je ne l'ai pas envoyé. Mais Ah, ok. je l'ai envoyé qu'en PDF. Vous m'aviez demandé en PDF, mais oui, c'est vrai. c'est bon. Là, hein. C'est pas grave. Si on peut le mettre juste en plein écran, je n'ose juste pas le toucher, mais affichage en haut. Ah oui, ça marche pas. C'est pas tactile, d'accord. Voilà. Mode plein écran, voilà. Ah, ici. voilà. Merci. Voilà, je pense à vos yeux, ce serait mieux. Voilà, bonjour à tous. Alors moi, je suis Agnès Desbiens, donc enseignant-chercheur à l'Université de Lille, composante INSPE. Et je vais plutôt vous présenter une étude qui est intermédiaire par rapport à ce qui a pu être présenté, donc qui ne concerne pas les jeunes enfants et pas les adultes. Donc je suis entre les deux. Voilà. Donc il s'agit de, le titre est un peu compliqué, caractérisation du fonctionnement cognitif d'élèves avec troubles du spectre de l'autisme de 6 à 16 ans avec l'outil écologique Vulnotabco. Donc ce n'est pas un test pour dyslexiques, mais Vulnotabco, je vais vous expliquer ce que c'est, vers une meilleure identification des besoins éducatifs particuliers pour réduire les ruptures de parcours scolaire. Alors, si vous avez compris le titre, félicitations. Sinon, je vais vous l'expliquer. Vulnotabco, ça veut dire prendre en compte les vulnérabilités des élèves avec autisme, entraîner leurs habiletés cognitives pour réduire les ruptures dans le parcours scolaire de la maternelle au collège, enfin chez nous, donc de 3 à 16 ans. Et donc, cette recherche a obtenu un soutien financier du PIA 3. Et le soutien également, avant que je l'oublie, donc des circonscriptions qui ont bien voulu ouvrir leurs écoles, leurs établissements, donc sur les Hauts-de-France. Voilà, alors au départ, c'était pas forcément un peu sombre, donc vous avez déjà bien compris tout ce qui était de l'ordre de la prévalence. Donc la prévalence est élevée, hein, donc une personne sur 100 née avec autisme. Et il y a un certain nombre de risques de rupture de parcours scolaire qui sont liés à la fois à des difficultés de fonctionnement, de compréhension du fonctionnement de la personne avec autisme, et donc des risques en fait qui sont liés à la stigmatisation, la discrimination. En tout cas, ces risques sont connus. Le fait de ne pas connaître le fonctionnement, notamment d'une personne, nous fait courir le risque de prêter des intentions que les personnes n'ont pas. Et en l'occurrence d'avoir des ruptures de parcours scolaire. Il y en a effectivement trop. Ces ruptures dans le parcours scolaire des personnes avec autisme ont été montrées malheureusement par beaucoup de monde. Cluzel, puis une recherche antérieure, en tout cas de 2020 également, malgré des volontés politiques d'éviter ces ruptures de parcours scolaire, les plans successifs, en tout cas en France, qui se succèdent pour améliorer la formation, la recherche, les interventions précoces, malgré la bonne volonté aussi de l'ensemble des professionnels pour essayer d'éviter les ruptures de parcours scolaire. Pour autant, elles existent. Alors pourquoi y a-t-il des ruptures pourquoi y a-t-il des risques de rupture déjà liés aux évaluations? Donc vous avez vu que la question auto-questionnaire, le mode d'évaluation n'est pas neutre, mais dans un autre registre, il peut y avoir des besoins qui sont bien identifiés, mais pas toujours consignés précisément dans les outils qui sont à disposition des enseignants. Et des professionnels, puisque normalement en France on a un GEVASCO qui est supposé consigner l'ensemble des aides dont les élèves, les aides nécessaires pour la poursuite de leur scolarité. Et donc on doit pouvoir s'appuyer aussi sur les bilans des professionnels quand ils sont transmis. Donc plusieurs soucis. Les besoins ne sont pas complètement consignés dans les GEVASCO.
Lorsque ces besoins sont identifiés et consignés, eh bien, ils ne sont pas toujours compris par les équipes enseignantes. Donc, il faut parfois les traduire avec une culture. Le vocabulaire du psychologue n'est pas forcément, ou de l'orthophoniste n'est pas toujours intelligible. Et donc, on peut avoir les bilans et les bonnes indications, mais ça reste difficile à comprendre. On peut avoir aussi des besoins d'accompagnement des équipes enseignantes qui entendent les indications d'adaptation, mais ne voient pas comment les traduire concrètement dans les tâches scolaires, parce que les indications ne sont pas ancrées dans des tâches scolaires de destination. Donc là aussi, on a des pertes en fait entre l'identification des besoins et la mise en place des adaptations. Et puis, on a encore une partie des besoins qui ne sont pas suffisamment identifiés. Donc, vous avez tout à l'heure évoqué des difficultés liées à la compréhension ou au langage pragmatique. Il y en a un certain nombre d'autres également qui sont généralement sous-évalués. Et donc, c'est vers ce côté-là que nous allons également aller, notamment pour des élèves qui sont scolarisés pour le coup en milieu ordinaire. On pourrait se dire qu'on a un public qui ne présente pas de TDI, et donc normalement ils sont scolarisés en milieu ordinaire. On ne devrait pas avoir plus de difficultés qu'un public avec TSA qui est plutôt dans la fourchette basse du spectre de l'autisme. Et pourtant, si on se base sur l'étude antérieure, je ne rentre pas forcément dans les détails de cette étude antérieure, mais on se rend compte que pratiquement 2 élèves sur 3, enfin plutôt à chaque fois, ont des besoins qui ne sont pas correctement identifiés, notamment dans le domaine de la catégorisation, alors de la communication, je ne l'ai pas flotté, mais bon, 85%, donc pour les 3-6 ans aussi, dans le domaine du sens donné aux tâches, de la cohérence centrale, c'est-à-dire celle qui nous permet de donner du sens à un ensemble d'éléments à partir de la prise en compte de différents indices, des fonctions exécutives, vous voyez, de la compréhension orale, des particularités sensorielles aussi qui sont, et la résolution de problèmes. Enfin, tout coche un peu en maternelle, donc on est à un niveau élevé. Au niveau de l'école élémentaire, on a encore plus d'un élève sur 2 qui a encore des besoins qui ne sont pas traduits en termes d'adaptation en classe. Pareil, fonction exécutive, donc je ne prends pas de détails. Au niveau collège, on pourrait se dire que les choses vont mieux, pour autant pas tant que ça, puisqu'on a encore presque 62% des élèves qui n'ont pas de traduction en termes d'adaptation sur un ensemble de besoins, y compris encore catégorisation à un niveau moindre, mais aussi cohérence centrale, fonction exécutive, compréhension orale, compréhension écrite, résolution de problèmes. Donc on voit derrière, il y a plein de choses dans le détail. Ça pourrait être intéressant de regarder exactement, mais on n'aurait pas le temps pour présenter tout ce qui coince et tout ce qui est fragile. Donc ce que nous on voulait savoir dans cette recherche, c'est quels sont d'une part les outils psychologiques les plus indiqués pour essayer d'aller dans cette zone finalement qui a l'air d'entretenir, d'être en lien avec les ruptures de parcours scolaire. Est-ce que notamment une évaluation écologique qui serait plus proche des domaines de transfert à l'école aurait plus de chances d'être interprétée et comprise par les équipes enseignantes et éducatives de façon à parler le même langage en quelque sorte et à pouvoir avoir une traduction en termes d'attente ou de prédiction sur telle tâche scolaire, voilà comment on pourrait mettre en place telle chose, etc. Donc pour orienter aussi les comptes rendus. Est-ce que cette évaluation plus écologique pourrait en plus améliorer à la fois l'identification des besoins, l'écriture, la rédaction des comptes rendus pour les psychologues ou les orthophonistes qui les utiliseraient? Et puis quels entraînements on pourrait mettre en place, puisqu'il ne suffit pas d'identifier les difficultés, mais il faut aussi intervenir pour permettre également de lever les difficultés. Donc on a voulu travailler sur plusieurs points. Donc au niveau des évaluations psychologiques, on avait travaillé avec le centre de ressources autisme et l'équipe notamment de l'équipe d'évaluation diagnostique, où on avait identifié notamment certaines évaluations que l'équipe trouvait intéressantes déjà par le psychologue pour le domaine de la catégorisation des épreuves d'identification de concepts,
Pour la cohérence centrale, le KBC2, notamment reconnaissance de forme, si ça vous dit quelque chose. Pour les épreuves de compréhension, plutôt l'épreuve de vocabulaire, WISC 4, WISC 5, où il s'agit de donner la définition d'un mot. Et au niveau des fonctions exécutives, on a retenu des épreuves de barrage, de symboles, ou de T2B, donc qui sont intéressantes. Et au niveau de la planification, la figure de Ray nous semblait intéressante à utiliser avec les jeunes, avec TSA, parce que facile à comprendre également, et bon, par contre c'est très visuo-spatial. Et au niveau des épreuves écologiques, donc nous avons construit un outil qu'on a appelé Vulnotabco et qui reprend ces mêmes domaines, sauf qu'on a essayé de traduire les éléments de catégorisation, cohérence centrale, dans des tâches qui sont des tâches qui ressemblent à du scolaire. Et donc pour ça, on a été chercher des évaluations dans les évaluations nationales, puisque tous les élèves y sont soumis, au niveau 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, disons jusqu'à 16 ans, ce qui fait que chacun a son livret d'évaluation en fonction de l'appartenance à son groupe classe et qui évalue ces éléments-là. Voilà. Donc normalement, donc exemple de tâches au niveau écologique par exemple pour le niveau 6-7 ans. Au niveau cohérence centrale, on a une, bon, je sais pas si c'est intéressant, une planche avec une image, une photo de classe et on va poser des questions sur qu'est-ce qu'il se passe dans l'image, combien d'élèves sont présents ce matin à l'école, sachant qu'il y a des cartables qui sont posés et des élèves absents. Est-ce qu'ils peuvent prendre des indices pour identifier combien d'élèves sont présents d'après des indices pertinents comme les cartables? Pourquoi y a-t-il un bouquet de fleurs sur le bureau de l'enseignante? Donc qui sont des indices qui sont compliqués souvent à comprendre pour une personne avec autisme. Donc on a cherché dans les épreuves d'évaluation. Cette tâche-là ne fait pas partie des évaluations scolaires habituelles, mais par contre, la deuxième, l'épreuve de compréhension de texte lu, on a été pioché dans les évaluations nationales par niveau, ce qui est supposé être réussi à tel âge, mais qui finalement peut être compliqué parce que ça comporte beaucoup d'implicites, des formules qui sont difficiles à comprendre pour des élèves avec autisme en fonction de leur profil. Donc on a retenu quelques tâches où se passe l'histoire avec possibilité de récupération quand l'élève ne sait pas répondre, d'aller chercher des indices visuels pour lui permettre quand même de répondre et de pouvoir identifier si telle aide peut permettre de lever la difficulté. Donc ce n'est pas seulement une évaluation en termes de je sais ou je ne sais pas. Quand l'élève ne peut pas fournir de réponse, on va aller le chercher sur un système d'évaluation dynamique qui permet d'aller voir jusqu'où il faut mettre en place des aides pour pouvoir l'aider. Et donc c'est en cela que ça nous donne déjà des pistes aussi pour l'intervention. La catégorisation, donc il s'agit de mettre ensemble des objets qui vont ensemble, et bon, tâche classique, et puis au niveau chronologique, numéroter dans l'ordre des images d'une histoire à partir de la prise d'indices aussi et de scénarii. Donc là, l'objectif, c'était d'essayer de réduire l'influence, donc notamment de 2 facteurs en cause dans les ruptures de parcours. Le fait de ne pas connaître suffisamment le profil des élèves pour pouvoir anticiper la nature des difficultés dans les tâches scolaires et le manque de compréhension à un niveau fonctionnel des préconisations des spécialistes, psychologues, orthophonistes, lorsqu'ils sont soit en ESS, soit lors des comptes rendus qui sont donnés par les professionnels pour la partie fonctionnelle avec l'accord des familles. Donc nous avons plus de sujets que ça, mais en fait pour l'analyse des données, j'ai déjà 145 jeunes tout venant répartis sur les écoles maternelles, élémentaires et collèges. Donc on avait au moins 16 élèves par groupe classe, depuis le CP jusqu'au 3e. J'ai encore d'autres données d'un autre collège authentique que je n'ai pas eu le temps de traiter. Mais bon, c'est mon travail de cet été, entre autres. 15 jeunes avec TSA scolarisés en milieu ordinaire dans ces établissements, puisqu'on voulait qu'ils soient comparés à leur groupe de référence. Et puis des éducateurs spécialisés et des enseignants qui ont bien voulu travailler avec nous sur qui accompagnent les élèves avec TSA et qui vont faire l'objet donc du déroulement suivant. Donc première étape, les sujets tout venant et avec autisme passent les épreuves écologiques et psychologiques. Deuxièmement, les enseignants et les éducateurs déterminent les besoins à prendre en compte
et les adaptations qui leur semblent nécessaires. Ils ont le GEVASCO, ils ont tous les indices qu'ils ont en leur possession au départ, avant les comptes rendus, les projets individualisés et leur propre expérience, puisqu'ils connaissent les jeunes. Ensuite, les psychologues rédigent les comptes rendus sur la base des évaluations psychologiques habituelles et des tests écologiques, des orthophonistes, et on a une partie aussi équivalence en termes de traduction, en termes de ce que l'on pourrait mettre en place, enfin jusqu'à un niveau fonctionnel. Et enfin, les enseignants et les éducateurs donnent à nouveau leur estimation à partir de la lecture et de l'entretien. Ce n'est pas que lire le compte-rendu, il y a évidemment un entretien pour éventuellement désambiguiser ce qui pourrait ne pas être compris. Et ensuite, on mesure à nouveau la différence entre le nombre de besoins identifiés et le nombre d'adaptations, qui sont à engager. Alors, au niveau de quelques résultats déjà sur les données de nos élèves avec TSA et le premier groupe donc de sujets tout venant. Première question, est-ce qu'une évaluation écologique mesure-t-elle les mêmes composantes psychologiques que les outils standardisés? Bon, alors, c'est un peu abusé de dire que ça mesure les mêmes composantes, mais en tout cas, est-ce que les sujets y répondent dans les mêmes proportions entre les épreuves écologiques et les épreuves standardisés. Donc en gris clair, sur la partie de droite, vous avez les sujets tout venant, et en hachuré, vous avez les sujets avec TSA. Donc si ce n'est que les 15 sujets avec TSA ont fait l'objet aussi d'un entraînement à la catégorisation poussée. Et donc c'est intéressant de voir que les sujets avec TSA sont tous en dessous du niveau des élèves tout venant, sauf pour la catégorisation qui est un biais parce que là, l'entraînement de la catégorisation était poussé. Bon, cela dit, ça c'est un biais, c'est tout. Et donc on voit que au niveau des épreuves écologiques et des épreuves standardisées, on a les mêmes proportions de réponses dans les deux, au niveau des épreuves écologiques et au niveau des épreuves tout venant. Donc je ne dirais pas que ça mesure exactement les mêmes composantes, c'est pas possible, mais en tout cas, donc on a ces éléments qui ont au niveau de l'épreuve écologique qui sont importants à mobiliser dans les tâches scolaires. Donc chez les tout venants, il n'y a pas l'air d'avoir de différence dans la façon dont ils ont répondu aux tâches scolaires et aux tâches psychologiques. Chez les élèves avec autisme, on voit que c'est pas pareil, malgré tout. Et donc, ça montre que le fait d'incarner, en tout cas, les habiletés nécessaires dans les tâches de destination n'est pas neutre. Et donc, c'est souvent pour ça que, déjà d'un niveau clinique, quand on accompagne les personnes aussi, on nous dit « mais je ne comprends pas, normalement, au test psychologique, c'était pas déficitaire et on voit que la planification dans telle tâche scolaire, ça marche plus. » Donc, donc, il y a certains écarts de profil. Au niveau de la deuxième hypothèse, est-ce que ça révèle davantage les vulnérabilités, notamment dans les fonctions exécutives, dans la cohérence centrale, la compréhension du langage, que les outils psychométriques? Et donc là, en comparant les scores des publics d'élèves avec TSA sur les épreuves psychologiques d'après les étalonnages, donc ça c'était, donc je vous l'ai déjà dit, donc c'était plus l'hypothèse 3 qui m'intéresse. Est-ce que cette évaluation plus écologique facilite pour les équipes enseignantes, d'enseignants et les équipes éducatives, facilite-t-elle l'identification des besoins dans les domaines concernés? Alors on a sur la gauche un exemple de profil d'élèves. Donc en bleu, le questionnaire avant les évaluations psychologiques. Donc quelle est la vie de l'éducateur ou de l'enseignant sur le niveau de compréhension en théorie de l'esprit, en catégorisation, en cohérence centrale. Donc ils avaient les indications habituelles, des projets individualisés, GEVASCO. En deuxième, en orange, donc après on lui faisait lire les recommandations du psychologue sur la base des évaluations psychologiques. Est-ce que ça change quelque chose sur votre appréciation du profil? Et en troisième lieu, donc on lui faisait lire et on réfléchissait aux éléments supplémentaires dans l'évaluation écologique, vu le NOTAPCO. Donc c'est en gris. Et donc on voit qu'il y a des différences sur ce profil qui est assez typique des autres. Je pourrais vous montrer les 15 autres profils, mais bon, c'est pas forcément, je n'en aurai pas le temps.
Donc on voit bien qu'il y a des différences en particulier sur, vous voyez, particularité sensorielle. On est au niveau 0 de la perception des particularités sensorielles de cet élève-là, alors qu'après, avec les comptes rendus et entretiens, donc que ce soit pour l'évaluation psychologique ou écologique, on a mis le doigt sur des besoins qui sont ici. Enfin, donc il y a des différences importantes et on voit donc sur la droite, vous avez un certain nombre donc, de jeunes avec TSA. Donc en bleu, le nombre de besoins repérés par l'enseignant avant le compte-rendu, en vert, le nombre de besoins après le compte-rendu global, donc psy et écologique, et le nombre de changements, parce que quelquefois la différence a l'air ténue, mais en fait ils ont changé d'avis, beaucoup ont changé d'avis sur les besoins repérés initialement et les besoins repérés ensuite. Donc vous voyez, donc ça donne des éléments également intéressants à repérer. Pour conclure, donc évidemment la typicité du profil des élèves avec TSA qui est déjà connue ne nous surprend pas, elle est confirmée dans les profils également obtenus. On a une meilleure identification des besoins de la part des éducateurs et des enseignants avec les outils écologiques cumulés. Le fait on a trouvé intéressant de partager des savoirs fonctionnels auprès des professionnels, et donc c'est un langage qu'ils comprennent mieux que seulement de poser le doigt sur tel processus est déficitaire ou telle chose ne fonctionne pas. Il faut aller jusqu'à la description dans les comptes rendus de comment ça peut se traduire concrètement pour telle tâche de destination. Voilà. Et donc notamment donc, les domaines de catégorisation, cohérence centrale, planification, compréhension nous semblent bien, en tout cas intéressantes pour implémenter l'évaluation. Alors je sais, vous entendez dire il faut vérifier le langage pragmatique, il faut vérifier tout ça, mais quand est-ce qu'on va arrêter de les évaluer de façon simple? Donc vous voyez qu'on est plusieurs à chercher comment simplifier l'identification du profil de façon à répondre précisément aux besoins des jeunes. Et donc on a identifié aussi, bon ça c'est un peu de lecture si vous vous ennuyez, et on a identifié notamment dans les entraînements, puisqu'on est en train on les entraîne également, un certain nombre de tâches que l'on peut même trouver dans le commerce, puisqu'on souhaitait que les équipes, parce que c'est bien de mettre le doigt sur des choses difficiles, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les entraîner? Et donc, c'est dans ces jeux que l'on trouve dans le commerce assez facilement, donc il y a moyen de travailler les différentes fonctions et processus qui sont problématiques, et donc on est en train de faire une progression pour chacun des jeux que l'on souhaite mettre à disposition de l'ensemble des équipes, éducateurs, enseignants également, qui permet de travailler là-dessus. Voilà. Et donc, je pense que je suis au bout de mon temps. Très bien. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui un travail autour de PlusMe. Donc, vous allez voir qu'il y a un compagnon intelligent avec des guillemets que vous allez découvrir, qui a été développé pour la prise en charge et le dépistage précoce du trouble du spectre de l'autisme. Donc je ne suis pas Florie Clarisse, je suis Lisa Jacquet. Et donc cette étude a été menée par Florie Clarisse et Inès Pegoraro, qui sont toutes les deux étudiantes en master à l'université de Lille. Et donc là je suis aujourd'hui pour les représenter et vous présenter leur travail, donc qui a été un travail collaboratif que vous allez découvrir. Donc en introduction, je vais aller rapidement parce que je vais profiter des interventions qu'on a eues précédemment. Je ne vais pas vous faire tous les rappels sur le trouble du spectre de l'autisme. Donc on sait que c'est un trouble du neurodéveloppement qu'il est défini par deux grands critères qui donc composent la dyade autistique, où on a à la fois des déficits de la communication et des interactions sociales, mais aussi des comportements restreints et répétitifs qui vont être plutôt liés à des comportements moteurs et des aspects de troubles d'hypo ou hypersensorialité dont on a peut-être d'ailleurs un petit peu moins parlé aujourd'hui. Donc la prévalence, on l'a vu aussi, on a environ 1% de naissance d'enfants avec un TSA, même si on a vu que le diagnostic il n'était pas effectué partout dans le monde de la même manière. Et aussi rappeler qu'actuellement, on est environ à 4 garçons pour une fille, avec tout un questionnement dans la littérature de savoir est-ce que ce sont les réels chiffres ou est-ce qu'il y a un sous-diagnostic des filles, mais ça c'est un autre sujet. Et donc les signes précoces du TSA, ils apparaîtraient de façon graduelle au cours de la toute petite enfance, donc qui est moi ce qui m'intéresse pour cette présentation. Donc on serait observable dès l'âge de 18-24 mois.
Et c'est principalement au niveau ce qui va être observé, c'est des difficultés à appréhender les prérequis de la socialisation et de la communication. Donc je ne vous ai pas remis, mais on a un large panel qui va aller, donc on va avoir un babillage qui peut être moins de babillage ou un babillage qui va être légèrement atypique, et on va avoir des difficultés au niveau du tour de rôle, du pointage, de l'attention conjointe, de l'intérêt pour la nouveauté et de tout ce qui va être des troubles dans l'interaction sociale qui vont pouvoir être observés dès cet âge-là. Maintenant, si on y va au niveau du diagnostic, donc moi je vais vous présenter ce qui est fait dans un contexte français dans lequel cette étude a été réalisée. Donc on voit qu'on a des outils qui permettent donc, du dépistage, repérage, diagnostic avant l'âge de 3 ans. Donc on a différents outils, principalement utilisés le MCHAT-R, le CARS et la DOS2, donc le sans Toddler. Donc on voit que ces outils sont existants, mais si on reste dans un contexte français, on peut voir que la majorité des diagnostics sont posés bien plus tardivement, donc vers l'âge de 6,8 ans. Donc on voit qu'on a quand même un décalage assez élevé entre des premiers signes qui seraient vers 18-24 mois et un dépistage qui est fait presque vers l'âge de 7 ans, avec en plus une disparité sur le territoire français où on ne va pas avoir le même accès si on habite en région francilienne ou si on habite dans d'autres régions, et on a pu voir à travers le monde que c'est encore plus fort. Ces chiffres ils sont retrouvés dans d'autres pays qui sont des pays dits weird, donc des pays industrialisés, occidentaux, démocratiques. Au Canada ou en Australie, on est vers aussi 5-6 ans d'âge de diagnostic. Donc qu'est-ce que ça a pour conséquence? On va avoir des familles et des professionnels de la petite enfance qui vont se retrouver démunis face à des signes d'alerte. Donc on peut avoir après différents extrêmes, soit des parents ou des professionnels qui ne vont pas voir ces signes d'alerte parce qu'ils ne sont pas sensibilisés sur le sujet, n'ont pas d'outils. Donc quand je parle de professionnels de la petite enfance, c'est vraiment les personnes qui travaillent dans les crèches auprès des enfants ou les assistantes maternelles. Donc ne vont pas avoir ces signes. Et après on peut avoir un autre extrême avec parfois de la stigmatisation de certains enfants qui vont être pensés comme ah, il a vraiment des troubles autistiques, là où on peut passer à côté de d'autres types de troubles qui sont des troubles sensoriels, par exemple avec des problèmes de vue ou d'autres types. Et donc moi donc le projet européen M-Twin dont je vais vous parler, il a pour but de développer des nouvelles technologies. Donc c'est un projet qui est porté par des roboticiens, donc c'est aussi pour ça qu'il y a des nouvelles technologies pour faciliter la prise en charge et le dépistage précoce des enfants avec TSA. Et donc voilà le grand projet. Moi je ne vais pas tout vous présenter aujourd'hui, mais donc là vous voyez le Plusme que je vais vous présenter en détail, qui est une peluche panda qui est reliée à une tablette par laquelle elle peut être, donc le Plusme est contrôlé par une tablette qui est reliée à un ordinateur central. Cet ordinateur, il est aussi relié à un t-shirt qui permet de faire des mesures physiologiques. Donc je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je travaille aussi sur cet aspect-là. Et c'est aussi relié à une caméra qui est censée être portée par le professionnel qui est en interaction avec l'enfant. Le t-shirt, vous l'aurez compris, il est porté par l'enfant. Et donc on filme en temps réel l'enfant avec de décryptage des expressions faciales en temps réel. Donc ça c'est ce qui a été vendu à l'Union européenne. Maintenant on n'en est pas tout à fait là encore, mais en tout cas c'est le projet sur lequel on travaille. Et donc on est assez nombreux à travailler là-dessus. Donc on est 5 équipes, 2 équipes en Italie, donc une équipe de roboticiens au CNR, la Sapienza qui est une équipe donc, de cliniciens. On a Plux qui est une entreprise au Portugal qui travaille, qui a développé les t-shirts, qui fait beaucoup de mesures physiologiques. On a une équipe à Utrecht qui fait l'analyse des mesures physiologiques parce que c'est du machine learning bien costaud. Et nous, donc, à la fois moi à Lille et au Learning Planet Institute, Kevin O'Regan, qui travaillons sur les aspects de développement typiques principalement et atypiques aussi. Donc je vais vous présenter aujourd'hui, et voilà, moi je travaille sur les aspects du Plusme et du t-shirt, et je vais vous présenter le Plusme aujourd'hui. Donc le Plusme qui est, donc c'est cette petite peluche que vous allez voir après en vidéo. Donc c'est une peluche qui a été développée par Bester Scan, qui est designer, qui travaille donc à une thèse en design et qui travaille au sein de ce laboratoire en Italie. Et donc elle est en textile connecté. Donc si vous ne connaissez pas cette technologie, c'est en fait comme une peluche normale qui est dans la même matière que n'importe quelle peluche, sauf que si vous la touchez, ça va déclencher vous avez des capteurs dans la peluche, donc au niveau des 4 pattes et de la tête, avec des lumières et des sons qui sont aussi intégrés. Donc d'apparence, si on la met sur soi, c'est une peluche, mais c'est une peluche interactive, multisensorielle, qui est contrôlée via une tablette. Nous, pourquoi est-ce qu'elle nous intéresse? Parce que mes collègues en Italie ont créé des activités avec cette peluche qui mettent en jeu des compétences sensibles dans le cadre du TSA. Je vais vous les présenter après, mais vous pouvez voir, donc là, il y a 6 activités qui sont parmi les signes qu'on avait montrés, des signes précoces d'expression du TSA.
Donc quel est l'objectif pour moi, pour notre équipe autour du PlusMe, c'est de développer un système de cotation des comportements présentés par l'enfant durant les activités avec le PlusMe qui permettrait de repérer des signes précoces du TSA, soit dans un but de dépistage, mais aussi dans un but de prise en charge potentielle où on pourrait voir quels sont, on l'a vu, les domaines sur lesquels travailler. Donc pour ça, on a réalisé 2 études. Donc une étude qui a permis d'établir un système de cotation des comportements observés lors de la réalisation des activités avec le PlusMe. Et donc là, ça a été mené principalement chez des enfants avec un développement typique, que je nommerai après DT ou TD parce que je me suis un peu mélangée dans les acronymes, et chez des enfants avec TSA. Et donc ensuite, quand la grille de cotation a été développée, il a fallu la tester. Et ça, c'est l'étude 2 qui a été employée auprès de nouvelles populations d'enfants typiques, d'une population d'enfants TSA, et aussi pour faire une différenciation, donc vu qu'on n'était pas sur du diagnostic des troubles du neurodéveloppement, mais de TSA, on a aussi, Florie Clarisse a aussi rencontré des enfants avec un trouble spécifique du langage. Et donc ça, c'est une étude qui est en cours de réalisation, mais dont je vais vous présenter les premiers résultats. Donc cette première étude, elle a été menée par Inès Pegoraro et Florie Clarisse auprès de 47 enfants âgés de 12 à 45 mois. Et donc pour ces 47 enfants, il y a 15 enfants dont on n'avait pas les données pour différentes raisons que vous pouvez voir là. Au final, on avait 28 enfants avec un développement typique, donc 12 garçons et un âge moyen de 26 mois, et 4 enfants avec une suspicion de TSA, donc qui n'avaient pas encore eu le diagnostic, car on a vu avant les problèmes d'âge, qui avaient donc été de 33 mois en moyenne. On a utilisé le PlusMe, et donc on a réalisé les 6 activités que je vais vous présenter maintenant, en présence des 2 expérimentatrices, et on enregistrait le comportement vidéo et on récoltait aussi les réponses du personnel de la CREPS au MChatR pour voir quel était le score des enfants classés développement typique. Donc maintenant, voici les 6 activités. Vous allez voir à chaque fois donc, un enfant avec une des expérimentatrices. L'autre expérimentatrice contrôle le PlusMe avec la tablette. Parfois, il répond par lui-même et parfois, c'est elle qui change d'activité. Donc là, c'est la tâche d'intérêt pour la nouveauté. Donc je vous explique juste un tout petit peu ce qui se passe. L'enfant vient d'arriver, il y a des jouets devant lui et le PlusMe. Les jouets, il les connaît très bien, c'est des jouets qu'il aime bien. Et donc vous allez peut-être entendre si on a le son, ce qu'il se passe. Alors, pourquoi la vidéo ne marche pas? On va faire ça. Ça. Alors, vous n'avez pas le son. Je vais donc vous faire les commentaires. Donc cet enfant, on lui demande « Est-ce que tu veux jouer avec les Lego ?» Et vous allez voir facialement, il dit « Non, pas du tout envie de jouer avec les Lego. » Et là, on lui dit « Ah, et alors, tu veux jouer avec quoi tu veux jouer? Avec la peluche. » Et donc là, on prend la peluche et on voit son intérêt et tout de suite, il va toucher la peluche. Donc ça, on mesure comme ça l'intérêt pour la nouveauté. Ensuite, une tâche d'imitation. Donc pour cette tâche d'imitation, ça va être un autre type d'activité où on touche les 2 pattes du PlusMe, ça donne une récompense. Et donc là, vous voyez l'enfant qui imite, il touche aussi les 2 pattes du PlusMe et ça lui donne une récompense. Maintenant, pour ce qui va être de l'activité de jeu symbolique, donc là, on demande à l'enfant de donner à manger au PlusMe. Et donc, quand il donne à manger, l'autre expérimentatrice fait réagir le PlusMe avec une lumière. Le PlusMe ne reconnaît quand même pas qu'on lui donne à manger. Voilà. Maintenant, l'activité de tour de rôle. Je passe un peu vite, si vous voulez que je repasse la vidéo, vous me dites. L'activité de tour de rôle, donc là, c'est un autre jeu un peu type mock wall. Donc, il y a une lumière, il y a une patte qui clignote. Si on touche la patte, ça va donner une récompense. Donc là, vous voyez, c'est d'abord l'enfant qui joue. Il a eu la récompense, la patte est devenue verte. Et donc là, c'est à l'expérimentatrice. On voit que l'enfant lui laisse le temps que ce soit à son tour à elle. Maintenant, on a une activité aussi de pointage qui est proposée. Donc là, on va demander à l'enfant de pointer le nez, la bouche, les yeux du PlusMe. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que donc on lui demande de pointer le nez, je crois. Il le pointe et là, l'autre expérimentatrice déclenche la récompense. Donc le PlusMe fait du son et de la lumière. Et la tâche d'attention conjointe, qui est un petit peu plus difficile à voir, vous allez voir apparaître Florie Clarisse, donc qui est la seconde expérimentatrice. Elle a la tablette et donc on voit le lien que fait l'enfant entre appuyer sur la tablette et vous voyez avec le regard. Donc c'est à la fois de l'attention conjointe et aussi du cause à effet qui est un peu testé là-dessus. Donc ça, c'est les 6 épreuves. Donc ce qui a été fait donc, comme premier résultat, là vous voyez plotter ce que j'ai appelé l'adhésion aux activités. Donc est-ce que les enfants ont bien voulu participer, ont réussi les activités? Donc 0, ils n'en ont fait aucune, 6, ils ont fait toutes les activités. Et en abscisse, vous avez les âges, donc on va de 8 à 52 mois. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'avant 18 mois, grande surprise, les compétences développementales mises en jeu n'étaient pas encore développées chez les enfants. Ça, c'est que les enfants typiques, pardon.
Et on voit qu'à partir de l'âge de 32 mois, on atteint un effet on atteint un palier où tous les enfants réussissent parfaitement les activités. Ensuite, à partir de ça, on a aussi des grilles qui ont été développées. Donc, il y a pour chaque activité une grille qui a été une grille spécifique à l'activité, des compétences attendues à l'activité. Donc là, c'est pour le jeu de faire semblant. Donc, on voit que l'enfant, par exemple, participe au scénario créé par l'adulte. Donc, quand on lui dit donne à manger, il donne à manger. Et ce qui a aussi été ajouté, c'est est-ce que l'enfant élabore? Parce qu'on l'a vu, par exemple, dans ce que disait ma collègue précédemment Agnès, sur le fait qu'il y a des enfants qui sont très entraînés à certaines tâches. Et donc là, on voulait voir aussi est-ce que les enfants, donc parfois ils ont l'habitude de savoir donner à manger, mais est-ce qu'ils vont aussi élaborer, ah bah attends, on lui donne à manger, puis on lui donne aussi la glace. Donc il y avait ce genre de choses qui avaient été ajoutées. Ensuite, on a si on se limite à ça, donc c'est déjà intéressant, mais ce qu'on a voulu voir, c'est aussi qu'est-ce qui se passe autour. Parce que les activités, quand on joue avec un enfant, il y a le jeu, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour du jeu. Donc là, c'est toutes les compétences sociales qui sont mises en place par l'enfant. Donc l'enfant sourit à l'adulte lors de l'activité, l'enfant répond à l'appel de son prénom, l'enfant verbalise des mots ou des sons spontanés appropriés orientés vers l'adulte. Donc ça va être tout ce qui va être plutôt des signes négatifs du TSA, puisqu'on ne va pas s'attendre à les retrouver ou moindre chez les enfants avec TSA. Et dans les compétences qui sont donc des compétences plutôt pas attendues, là on est plutôt sur des signes positifs du TSA avec des spécialités sensorielles. Donc est-ce que l'enfant a un intérêt fort et rigide pour une activité particulière ou pour un jouet? Est-ce qu'il présente un maniérisme des mains? Est-ce qu'il évite le contact évite le contact avec l'adulte ou utilise sa main de manière particulière? Donc voilà un peu ce qui est coté à chaque fois. Tout ça c'est résumé, donc on a pour chaque activité, donc là il n'y en a que 5, une des activités a été supprimée, donc c'est l'activité avec la tablette parce que la tablette n'était pas acceptée par les cliniciens au sein montrée aux enfants, donc voilà ça a été retiré. Et les cliniciens avec lesquels on travaillait, hein, c'est pas pour dire de manière générale. Et donc vous avez le score pour les activités qui est sur 11, les compétences sociales sur 13 et les compétences dites inattendues sur 11 aussi. Et donc l'étude qui est en cours actuellement, qui a été menée par Florie Clarisse, qui a elle aussi été diplômée dans le cadre de son Master 2. Donc elle a rencontré 21 enfants âgés de 4 à 5 ans, qui sont des enfants, donc il y avait 7 enfants avec un développement typique, dont 3 garçons, 8 enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, dont 8 garçons, avec un âge moyen de 56 mois et 6 enfants avec un trouble spécifique du langage. Et là aussi, c'était 6 garçons avec un âge moyen de 50 mois. Vous me direz pourquoi est-ce qu'on est passé à cette catégorie d'âge. Première chose, c'est parce qu'il était nécessaire pour cette étude d'avoir des enfants qui avaient reçu un diagnostic. Donc, on était contraint d'aller vers des enfants qui avaient déjà le diagnostic. Et aussi parce qu'on voulait des enfants qui aient plus de 32 mois, donc un moment où toutes les activités étaient réussies pour voir si on avait bien cette différenciation. Bon, et aussi, on ne va pas vous le cacher, pour des aspects pratiques, puisque Florie Clarisse réalisait son stage dans un UMA auprès duquel elle travaillait avec des enfants de cet âge-là. Donc le matériel, c'était le même, donc il y avait aussi, c'était exactement la même chose. On a 5 activités, je vous le disais, l'activité avec la tablette a été supprimée. Il y avait une seule expérimentatrice, donc pour vous dire que c'est gérable par un seul adulte. Et on a fait la même chose, on a enregistré les comportements vidéo, on avait le diagnostic pour les enfants TSA et TSL, et aussi le personnel, les réponses au MChat pour les enfants TD pour vérifier qu'il n'y avait pas de suspicion possible de TSA. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats. Donc d'abord, je vais vous montrer, vous allez avoir le score aux activités, donc c'est est-ce qu'ils ont fait les activités avec le +me, est-ce qu'ils ont bien coté aux activités, les compétences sociales, donc tout ce qui était les sourires sociaux, les regards, etc., et les comportements non attendus, donc qui étaient plutôt des aspects sensoriels ou des comportements sociaux inhabituels, on va dire. Et vous allez avoir à chaque fois pour les 3 groupes. Donc vous avez toujours en premier le groupe au développement typique, le groupe TSA et le groupe TSL. Ce sont des moyennes avec des écarts-types, comme vous avez l'habitude de ce type de graphe. Pour le score aux activités, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a une différence, si donc, tous les enfants presque développement typique sont au même niveau, et on a une différence significative entre les typiques et les enfants avec TSA, et entre les enfants typiques et les enfants avec TSL. On voit que la différence, on est sur des petits échantillons, hein, on utilise des tests de Kruskal-Wallis, et donc on voit qu'on n'a pas de différence par contre entre les enfants TSA et les enfants TSL sur le score aux activités. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en effet, si on se contraint que au score des activités, on n'aurait pas pu faire la différenciation TSA-TSL. Maintenant, si on va regarder le reste de ce qui a été proposé, on peut voir qu'au niveau des compétences sociales, alors comme c'est attendu, hein, les enfants typiques sont ceux qui ont les scores le plus élevés, on a une différence significative
entre les enfants avec un développement typique et les enfants TSA, qui sont ceux qui ont le score le moins élevé. Mais on retrouve aussi une différence significative entre les enfants TSA et les enfants TSL. On a une tendance à la significativité entre les enfants avec un développement typique et les enfants TSL, mais on a bien cette différence qui était aussi celle qui nous intéressait. Sur les compétences inattendues, donc c'est tout ce qui est de type de comportement qu'on ne s'attend pas à observer normalement chez un enfant avec un développement typique. On retrouve bien, donc là c'est les typiques qui scorent le moins, vu que ce n'est pas attendu dans ce qu'eux présentent comme type de comportement. Et on a une différence significative entre les typiques et les enfants avec TSA, et entre les enfants avec TSA et les enfants avec TSL. Donc on retrouve bien notre différenciation qui nous intéresse. Et on voit que là, c'est comme attendu les enfants TSA qui scorent le plus à cette activité-là. Donc c'est des résultats, pour vous dire, on a été surpris avec des aussi petits échantillons, on ne s'attendait pas à ce que ce soit si marquant, mais il y a des vraies différences qui ont été montrées. Donc je vais m'arrêter ici et vous laisser vous libérer. Donc en perspective et discussion, donc c'est un outil qui pourrait être adapté, le PlusMe, pour le repérage des signes précoces. On voit qu'on a une différenciation comportementale entre le développement typique, les enfants avec un développement typique et les enfants avec un TSA, et un autre trouble du développemental. C'est une observation qui peut être faite de manière directe, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple du MCHAT-R où c'est rapporté. C'est des activités qui sont ludiques et qui sont ludiques à la fois pour les enfants avec un développement typique, mais aussi pour les enfants avec un trouble du neurodéveloppement, surtout dans le cas du TSA où il y a un truc sensoriel très attractif. C'est très facile à prendre en main, vraiment c'est une tablette et c'est tout direct, très intuitif à utiliser et c'est très rapide, c'est moins de 20 minutes et il n'y a pas besoin de faire d'analyse vidéo par la suite. Donc si on imagine un futur dans lequel on aurait fait un étalonnage à large échelle, ça pourrait être utilisé par des cliniciens ou des professionnels de la petite enfance. Je vous passe les t-shirts, hop, c'était si jamais on avait beaucoup de temps. Et donc voilà, remercier toute l'équipe, donc Marine Perru et Chloé Epaillé qui ont travaillé, elles, sur les t-shirts, Inès Pegora et Florie Clarisse qui ont mené cette étude, et Kevin Oregan qui nous accompagne sur le projet. Et merci à tous les enfants, les familles, les professionnels. Et merci à vous.